Je m'appelle Alexandra Midal, donc j'ai le plaisir de faire cette interview avec Alice Motard, que je vais quand même brièvement présenter, même si on m'a dit de pas le faire. Ça vous donne déjà le ton. Donc, elle a été commissaire en chef du CAPC en 2016, où tu as officié jusqu'en 2020, après avoir assuré de surcroît, au cas où c'était pas assez, la charge de direction pendant la vacance de la direction entre 2018 et 2019. Avant, tu avais été commissaire au Centre d'art et de design Spike Island à Bristol. Et encore avant, directrice adjointe et chargée des expositions au Centre d'art contemporain Ravenrow à Londres. Aujourd'hui, tu diriges le CEAC, le Centre européen d'action artistique contemporaine à Strasbourg, où tu développes une programmation très soignée, en finesse, où tu cisèles un programme d'exposition et de commande autour de tes sujets de prédilection et leurs variations liées à la question du contexte, des conditions de la marchandisation de l'art, de l'usage des objets et de leur charge politique et émotionnelle liée à l'histoire des lieux. Tu y as par exemple, et entre autres, conçu Au Bonheur, en duo avec Joël Riff, et en écho avec l'histoire du CEAC, un bâtiment autrefois associé au commerce d'objets utiles et dont le titre Au Bonheur joue évidemment avec le roman Au Bonheur des Dames de Zola, où aujourd'hui, l'exposition qui s'y trouve et qui est intitulée presque à l'opposé du bonheur, Colère divine, le presque contre-pied, voilà, ou pas, qui explore les phénomènes unissant les sons et la matière et les éléments en furie jusqu'au tremblement de terre. Donc ma première question, elle débute bien naturellement, puisqu'on est là pour ça, sur le travail que tu as mené au CAPC. Je l'initie donc avec l'importance de la spatialisation du travail avec ton bureau. Alors ça m'a totalement surprise la première fois que je l'ai découvert. Il s'agissait d'une salle entièrement close, dénuée de fenêtres, une sorte de donjon, sans lumière du jour, que tu occupais. Alors j'avais hâte de venir voir ce qui s'y passait à chaque fois que je venais, parce que je suis venue pendant 3 ans assurer des cours d'histoire de l'art qui n'avaient rien à voir avec l'histoire de l'art, mais c'est pas grave. Et je t'y voyais travailler dans un espace composé de dizaines de gratte-ciel, de livres et de murs recouverts totalement d'informations. Donc ma première question est la suivante. Est-ce que ce lieu de travail, que je rapproche d'une extension corticale, relève au moins en partie des cheminements secrets de l'exercice de ta pensée au travail au CAPC? Qu'est-ce que c'est cette spatialisation justement? Est-ce que c'est ton mode opératoire? Est-ce que c'est ta manière de travailler? Wow, merci Alexandra. Cette première question est juste géniale. Alors, je dois dire déjà que je n'étais pas la seule à travailler au CAPC dans cet environnement, puisqu'on les appelle entre nous les grottes. Et effectivement, je voulais dire aussi, avant toute chose, que avant d'être dans ce bureau, j'ai été dans pas mal d'endroits, et notamment dans la caravane du Palais de Tokyo. Et que du coup, il y a quand même une sorte de mobilité qui est un peu liée à ma manière de fonctionner. Et effectivement, ce bureau du CAPC, j'ai jamais réussi à m'y asseoir parce que j'étais tout le temps en mouvement. Et donc, en fait, il m'a servi le plus vraiment pour une chose, c'est de recouvrir les murs de chemins de fer, de livres. On reviendra à cette question justement de l'importance des livres, mais juste avant, je voudrais revenir sur ta première exposition. Une expo de livres. Et voilà. Donc, c'est une exposition en 2017 qui retrace l'histoire de Beau Geste Presse, un collectif hyperactif entre 71 et 76, qui fait d'ailleurs, comme tu me l'as rappelé, écho ailleurs aux années de l'ouverture du CAPC. Et à travers un parcours composé, entre autres, de 75 livres d'artistes publiés par ses membres, tu énonces en quelque sorte l'histoire d'une famille vivant dans une ferme de la campagne anglaise, dans le Devon, où elle orchestre une chaîne de production et de distribution de ses publications, allant de la conception éditoriale à l'imprimerie et à l'envoi de ses publications par la poste. Alors, pourquoi cette exposition ? Pourquoi décides-tu qu'il est important d'y intégrer des sortes de ponctuations ou des dialogues avec les sculptures de Xavier Antin ? J'ai plein de questions, là j'ai une petite myriade là-dessus, donc peut-être je te laisse là peut-être commencer sur Beau Geste. Alors cette exposition, elle rejoint des choses qui ont été aussi évoquées depuis hier. On a beaucoup parlé d'écrit au CAPC. Et je dirais que cette exposition, elle revient aussi sur un questionnement sur les modes de production et la question de la circulation en fait, de l'art, des idées. Et c'est un peu le point de départ de ça. Et je pense que c'est le point de départ de
d'orchestrer cette exposition au CAPC comme en fait premier projet curatorial. C'était aussi un lien très évident au lieu, hein, au génie du lieu, et aussi à cette question un peu de cet entrepôt, de cette question des biens en attente d'être redistribués. Puisque vous savez tous, voilà, ces marchandises étaient réexportées après dans le nord de l'Europe. Et donc il y a ces questions de circulation en fait qu'on retrouve beaucoup dans, on va dire, pas mal de mes projets curatoriaux. Donc Bourget Express, c'était pour moi un peu, oui, une expo importante de livres autour d'une aventure éditoriale collective. Qui avait été initié donc aussi à la périphérie en fait de un peu là où ça se passait, puisque ça avait été initié par un couple d'artistes mexicains qui avait fui le Mexique pour des raisons politiques, qui avait atterri à Londres et puis qui avait décidé en fait de s'éloigner aussi de Londres et d'opérer à partir de la périphérie, et qui a en fait qui a eu une existence de 5 ans en fait. C'était un projet vraiment collectif et qui a eu voilà un début, une fin, et qui a beaucoup en fait fait circuler ces livres, puisqu'il s'agit de livres d'artistes, hein, ils étaient très connectés en fait à la mouvance Fluxus, à la poésie concrète, mais cette circulation en fait des livres, elle s'est faite à travers le réseau postal. Et donc il y avait en fait dans l'expo du CAPC tout un questionnement sur ces questions de circulation et de comment en fait ce réseau postal avait peut-être aussi anticipé, c'était l'hypothèse en tout cas, la manière de travailler en fait de manière connectée aujourd'hui, parce qu'on était avant l'ère d'Internet. Enfin voilà, c'est une exposition qui est assez, c'est pour moi très compliqué d'en parler succinctement aussi et de la survoler, mais effectivement elle était associée à des œuvres d'un artiste contemporain qui s'appelle Xavier Antin et qui avait imaginé des sortes de sculptures qui faisaient référence à des gestes de reproduction, de production en fait, et c'était des sculptures comme ça qui étaient comme arrêtées dans le temps et qui ponctuaient en fait ce parcours imprimé en fait. C'est comme ça que je l'avais intitulé. Il y avait une partie historique à l'exposition, hein, on avait à l'époque vraiment exploité la géographie des galeries du rez-de-chaussée au CAPC avec 2 ailes hein, qui fonctionnaient en fait en miroir. Il y avait une partie historique sur Bourget Express et puis une partie vraiment contemporaine où là il avait été question de faire participer et d'inclure énormément de collectifs du territoire de Nouvelle-Aquitaine et de travailler en fait et d'essayer un peu d'analyser tout le modus operandi en fait des Bourget Express, puisque voilà, il y avait une question aussi d'autonomie et en fait de liberté possible grâce en fait à une maîtrise des outils de production et en fait à une maîtrise de l'information du coup. C'était un peu voilà ce qu'il y avait en filigrane dans cette exposition, avec aussi et c'est ce qui nous rapproche Alexandra, je crois, cette question aussi du fantôme industriel quoi derrière tout ça, et évidemment de ces questions voilà, qui nous ont rapprochés, puisque tu l'as rappelé tout à l'heure, nous, on s'est rencontrés au CAPC avec Alexandra autour de ces cours d'histoire de l'art, hein, qui évidemment, on avait tenu à garder cet intitulé, mais c'était plutôt de la culture visuelle, en fait, de la théorie visuelle, on va dire. Et puis c'est une aventure. Enfin, tu as donné ces cours-là pendant 3 ans, et après en fait ça a continué avec Guillaume Desanges que j'avais invité aussi à rejouer en fait un petit peu toutes ces conférences performées. Donc ça partait de une histoire de la performance en 20 minutes jusqu'à Sign and Wonders ou Vox Artisti. Et en fait c'était aussi une question de mettre de l'artistique en fait dans tous les champs d'activité du CAPC et de prolonger un peu aussi quelque chose qui existait, quelque chose qui était là.
Et ça a été beaucoup discuté d'ailleurs depuis hier en fait, hein, cette question de en fait où l'artiste intervient au CAPC et en fait comment ça se manifeste. Hein. Et c'est vrai que ces cours d'histoire de l'art, ils ont été très très importants. Et d'ailleurs, ça a initié en fait des collaborations sur le long terme, puisque Guillaume aussi a fait plusieurs saisons. Et ça c'est en fait chez lui comme chez toi matérialisé en fait l'apex de tout ça, ça a été des expos dans la nef en fait. Absalon pour Guillaume Desanges et François Piron et Drive-In pour toi. Je vais te subtilement te renvoyer la balle et te demander d'en dire quelques mots peut-être de ce projet. Pas du tout ce que j'ai prévu dans mon programme. Mais je ne sais pas si vous avez vu Drive-In. Alors, c'était une chose. Alors, c'est à la fois l'idée, comme ça, effectivement, de cette circulation, mais moi, ce que j'ai vécu pendant ces années au CAPC, dans ce dialogue avec Alice et avec les équipes, et beaucoup avec Romaric, que je salue très fort aujourd'hui, c'est aussi le fait que moi, j'ai le cul entre trois chaises, c'est-à-dire que je travaille sur les questions de théorie visuelle et la question des extrêmes et des extrémistes, et je le travaille avec l'architecture, l'art contemporain, le design, la culture populaire, ce qui est nauséabond, ce qui est excitant, ce qui est nauséabond et excitant à la fois. Et en fait, ces cours, au départ, j'ai pas du tout compris pourquoi on me les proposait, parce que je me sentais pas du tout en train de faire des cours d'histoire de l'art. C'est pas du tout ce que je fais. Et puis vous êtes venus très très nombreux, on a dû me changer de salle. J'ai eu l'auditorium, il fallait que je remplisse. Alors c'était pas aussi spectaculaire qu'Arc en rêve, où là j'ai vu vraiment les gens piétiner d'ardeur pour rentrer, mais c'était quand même un truc très impressionnant pour moi qui m'a aussi requinqué totalement par rapport à ce que c'était la transmission. Et puis je voudrais vraiment insister sur le point, c'est-à-dire que quelqu'un comme moi qui est plutôt considéré, moi je fais des films et je fais voilà du commissariat d'exposition, et tout d'un coup, grâce à cette cette histoire tout à fait étonnante qui se trouve ici, on me propose, et je dis pas non, d'avoir la nef ou la rue pour y faire un projet en tant qu'artiste. Ça a posé beaucoup de difficultés à comprendre que dans ce cas-là, j'opérais en tant qu'artiste. Et ça, je trouve aussi que c'est quelque chose que le CAPC permet. C'est-à-dire qu'on peut sauter d'un statut à l'autre et arpenter ces territoires-là. Et donc, j'ai fait cette exposition avec des voitures, des fausses voitures qui permettaient de voir mes films en mangeant du popcorn, tout en écoutant la musique de Osgard qui rejouait 7 heures de suite sans aller aux toilettes, du Philip Glass, l'œuvre complète piano de Philip Glass, pour lequel on a invité un certain nombre de gens. Et pour moi, c'était un truc hyper... ma première expo, ou peut-être éventuellement ma seule exposition personnelle de toute ma carrière d'artiste, elle a eu lieu dans cet endroit qui est la mythologie totale. Vous avez eu du courage de me proposer ça, et c'était oui, quelque chose d'assez incroyable. Mais je vais revenir quand même, parce que je suis censée t'interviewer toi, donc tu ne vas pas y échapper, et je reviendrai sur le point vers la fin, justement, sur le tout est art. Pour l'instant, je voudrais revenir sur la publication justement de Beaux Gestes, parce que tu conduis l'aventure en 2 mouvements parallèles avec les équipes. C'est à la fois une exposition et puis la conduite de la production d'un ouvrage de référence qui n'est pas vraiment un catalogue comme on pourrait le penser. Tu invites le graphiste Manuel Reder et tu y interroges en fait les modes opératoires dont tu parlais juste avant, de production, de distribution des livres, de résidence d'artistes, tout en rendant compte du foisonnement créatif, de la productivité et du rayonnement international de ce qui fut sans doute l'une des aventures éditoriales, enfin je pense qu'on peut se le dire, les plus excitantes, ben voilà, ça a disparu, les plus fécondes de cette génération. Donc j'aimerais bien savoir, en fait, j'aimerais que tu nous expliques l'importance pour toi des publications que tu as dirigées au CAPC à partir de celle-ci, et de quelle manière tu as envisagé ton travail avec les graphistes, et aussi le lien ou le dialogue des enjeux entre ces 2 langages parallèles, le livre et l'exposition, parce qu'ils ont un statut tout à fait particulier pour toi. Oui. Ah bah ouais. Dans le cas de Beaux Gestes, en fait, il y a eu l'exposition qui a précédé le livre, et le livre m'a pris quelques années, il n'a pas pris que quelques années à moi. Je salue tous mes collègues du CAPC qui m'ont supporté pendant ces quelques années.
Oui, ben, enfin, c'est vraiment très très vaste comme question parce que le livre a une importance fondamentale pour moi et effectivement, c'est aussi, il n'y a pas que ce livre-là. Enfin, ce livre-là, en fait, il est un peu inclassable et je l'ai appelé d'ailleurs parce que j'arrivais pas à lui trouver un titre convenable parce que c'était en même temps cette volonté de faire un catalogue raisonné de toute la production de Boja Express, mais Boja Express étant Boja Express, il n'y avait rien qui rentrait dans des cases en fait. Et donc, je l'ai appelé le catalogue déraisonné de Boja Express. Et en fait, ça a permis en fait, de connecter plein d'artistes qui, dans les années 70, étaient en contact. Et à travers le livre, et en fait, quelque part, de continuer en fait ces questions de fréquentation qu'il y avait eu par le biais du réseau postal dans ces années-là. Et il y a eu un moment vraiment assez magique au CAPC qui a été vraiment super important pour moi. C'est le moment où en fait tous ces gens-là sont venus pour une journée d'études. Sur Boja Express et ils se sont revus, certains s'étaient pas revus depuis 40 ans et c'était un peu fou et c'est quand même une ambiance que j'ai retrouvée ce week-end, de vraiment joyeuse et c'était juste complètement fou d'avoir Philippe Ehrenberg, Martha Elion, David Mayor, enfin voilà, je peux en citer que 3 mais arpenter le CAPC et ils ont un peu foutu le bordel en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce bordel ? En fait, l'exposition s'est transformée en atelier de production à nouveau et on avait installé une Ronéo, on va dire la version moderne de la Ronéo. On avait installé une machine Riso dans l'espace d'exposition et effectivement, ils n'ont pas pu s'empêcher. Ils ont fait un livre. Ils étaient là 3 jours. Ils ont fait un livre. Il y avait comme ça vraiment une rencontre qui s'est faite aussi avec tous les artistes qu'on avait impliqués dans ce programme qui s'appelait Quelque chose de beau geste en commun avec eux. Ce qui était assez beau, c'est de voir aussi qu'après cette exposition, en fait, tout le monde avait compris ce qu'avait représenté Boja Express et aussi à l'échelle en fait, en tout cas d'une ville. Il y avait comme ça, un intérêt vraiment sur ces questions d'autonomie, de production, de reproduction, d'émancipation par le livre. Voilà. Bon, après le livre, de manière générale, c'est l'objet de circulation par excellence, quoi. Enfin, c'est du coup aussi une question de démocratisation des savoirs. Il y a plein de choses, qui sont fondamentales derrière tout ça. Oui, d'ailleurs, ils te font même une sorte de diplôme à un moment. Oui, j'ai mon certificat. J'ai un certificat avec une petite faute d'orthographe tout à fait délicieuse, puisque, vous le verrez, on peut le voir, je crois, dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage, voilà. Ouais. C'est ça, donc je vous laisse la surprise. Mais je vais juste, pour enchaîner avec Boja Express, parce que ça a mené en fait à d'autres projets que j'ai menés au CAPC, et notamment la rencontre avec Takako Saito, qui a été complètement dingue, et Takako qui a fait une expo formidable au CAPC, complètement foisonnante, avec plus de 400 œuvres. Et Takako avait participé, Takako Saito donc, est une artiste japonaise qui a 94 ans maintenant. Quand elle a intervenu au CAPC, elle en avait 90, elle fêtait ses 90 ans, et moi je l'avais rencontrée parce qu'elle avait fait partie à un moment donné de l'aventure Boja Express. J'étais allée l'interviewer à Düsseldorf. C'est ce que raconte mon texte dans le catalogue rétro du CAPC là. Mais effectivement, quand j'étais allée la voir à Düsseldorf, où elle habite depuis la fin des années 70, j'ai rien réussi à en tirer sur Boja Express. Par contre, j'ai découvert une œuvre absolument prolifique. Et puis c'est vrai que ça a été absolument formidable de pouvoir revenir sur 60 ans de carrière en fait, dans une exposition monographique. Et d'ailleurs, cette exposition s'est faite avec elle. Alors ça a été des moments vraiment très très joyeux, mais aussi très compliqué, parce que Takako, effectivement, Nicolas Bourbieu parlait tout à l'heure de cette question de la temporalité, de comment on travaille avec des artistes aujourd'hui, parce que c'est vrai que le CAPC, c'est à la fois du temps très très long et après du temps très très court. On n'a jamais le temps.
quelque part, hein, mais en même temps, voilà. Et avec Takako, elle s'est installée au musée, en fait. Elle logeait à côté, elle se faisait chercher, et elle s'est installée au musée. Et en fait, elle a passé 3 semaines dans les salles de son expo à l'installer. Elle voulait tout montrer. Ce qu'elle avait, et donc, pour moi, ça a été assez compliqué parce qu'en fait, j'étais aussi sur 2 autres montages en même temps. Et en fait, il fallait absolument. C'était assez drôle avec l'équipe technique parce qu'ils avaient absolument. À un moment, elle est arrivée, elle a tout de suite voulu tout installer. Et donc, moi, j'étais partie 10 minutes. Il y avait déjà 2 salles remplies du sol au plafond avec des œuvres de Takako. Et là, je me suis dit, oh là, ça va pas du tout aller, ça. Et donc, du coup, ils avaient interdiction d'accrocher quand j'étais pas dans le coin. Enfin, en fait, c'était toute une histoire de comment éditer le travail de Takako Sato et de lui expliquer aussi que c'était pour servir son travail que de montrer 300 jeux d'échecs dans une salle, ça n'allait pas, ça n'allait pas marcher. Et l'échelle, oui. Et puis après, effectivement, c'est-à-dire quand elle a passé 3 semaines au musée, elle a vraiment passé 3 semaines. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de samedi, pas de dimanche. Elle faisait la sieste dans les espaces. Donc voilà, c'est super anecdotique, mais c'était quand même super chouette. Et moi, j'étais pas très rassurée de la laisser travailler le week-end. Et je passais avec mes enfants et je l'ai retrouvée je l'ai retrouvée en haut d'une échelle, sans technicien à ses côtés, à 90 ans, en train voilà, c'était juste formidable. Et aussi, elle est revenue habiter l'exposition. Je pense que vraiment Takako, ça a été une résidente du CAPC pendant 1 an, puisque en fait, son exposition occupait les espaces du rez-de-chaussée, mais elle a performé dans la nef. Je me souviens d'un lâcher de cubes en papier absolument génial dans la nef du musée au moment de l'exposition de Ruth Yuan. Voilà, dont on ne parlera pas, mais c'était aussi un projet très intéressant de remettre du vivant dans le musée. Et puis Takako, elle a aussi accompagné l'équipe. Elle a improvisé, je ne sais pas combien de ventes pirates de ses créations. Et en fait, ce qui est très très beau avec Takako aussi, c'est la manière dont cette exposition s'est préparée, parce qu'en fait, on s'est écrit des lettres. C'est pas quelqu'un qui a un ordinateur. On s'est appelé et c'était très difficile de communiquer avec elle. Et tout est passé par une communication non verbale. Et en fait, c'est aussi, quelque part, je trouve que ça fait vraiment le lien entre Takako, tes cours d'histoire de l'art, entre gros guillemets, donc qui sont plus de la culture visuelle, Guillaume Desanges, où c'était en fait travailler dans les interstices de un peu tout ce qui échappe au discours sur l'art, en fait. C'était un peu ça le fil. Et puis on peut dire aussi que c'est inscrire non seulement des figures un peu oubliées de l'histoire au sein du musée, mais aussi tu as travaillé pour que à la fin 24 de ces œuvres entrent dans la collection, donc ce qui est aussi une manière d'inscrire dans la temporalité. Complètement. Ça et les livres, en fait. Je pense que c'est les deux. C'est un peu des questions de traces, de mémoire, mais l'ensemble de 24 œuvres qui est de Takako Saito, qui est maintenant dans la collection du CAPC, est absolument unique. Il n'y a aucun musée ailleurs qui a ça. Je suis en train de travailler à ce que des œuvres rentrent dans la collection du Frac Lorraine. Donc voilà, c'est aussi, mais c'est aussi vraiment une mission, effectivement, et toute cette question de l'invisibilisation de Takako Saito, elle est évidemment centrale là-dedans. Et je me souviens que pour l'expo au CAPC, on avait fait des prêts muséaux en France, au MAC et à Nantes, au Musée des Beaux-Arts. Et en fait, c'était assez intéressant de voir que les autres œuvres de Takako Saito dans les collections publiques françaises étaient des œuvres en fait qu'elle n'avait pas signées seule, mais c'était ses collaborations avec Robert Filiou, Georges Brecht, avec George Maciunas, puisqu'elle avait été, je ne l'ai pas raconté, mais en fait, elle a commencé sa carrière comme ça à New York, à assister George Maciunas pour ses Fluxbox. Et donc, c'était aussi bien de faire l'acquisition d'un ensemble d'œuvres de Takako Saito, Only. Alors, je
Je fais attention, il me reste assez peu de temps, donc je ne vais pas faire toutes les questions que je t'ai lues ce matin, que tu trouvais peut-être un peu trop longues, donc au moins c'est réussi. Je voudrais savoir une chose, en fait, qui me paraît assez importante vue de l'extérieur, c'est comment tu décrirais la spécificité du CAPC du point de vue de ton travail, justement, de directrice des expositions. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de langage qui serait estampillé made in CAPC? Est-ce que tu as senti que tu t'inscrivais dans une filiation en prenant à bras le corps, parce que là on le sent bien là depuis hier, cette filiation en prenant à bras le corps les contingences de cette histoire, ou bien au contraire, est-ce que ce site lourdement chargé d'une histoire coloniale, commerciale puis artistique, dans l'ordre, offre un espace de liberté pour mener un vrai travail d'expographie? Comment est-ce que toi, tu as vécu cette aventure-là par rapport au reste de ta carrière? J'attends le gong avec impatience. Non. Non, mais alors, moi, pour revenir là-dessus, moi, j'étais à un moment très, très particulier du CAPC, hein, je sais, parce que j'étais à un moment entre deux directions, quelque part. Et donc ça, c'est pas n'importe quel moment. Et quand tu, en intro, tu disais que j'avais fait la direction, je pense qu'on peut pas le formuler comme ça, vraiment pas, parce que du coup, je me suis retrouvée effectivement à programmer au CAPC et à devoir quand même enchaîner un certain nombre d'expositions sur des temps quand même extrêmement contraints, mais je n'étais pas quelque part légitime à faire ça. Je l'ai fait parce que c'était circonstanciel. Et en fait, mes 5 ans au CAPC ont quand même été beaucoup. C'était beaucoup comme ça de choses circonstancielles. En fait, c'est comme pour les années des animaux. En fait, tes 5 ans ici doivent être multipliés par 7. Tu veux dire si tu comptes les rides? Non, mais voilà, mais que évidemment que le CAPC c'est pas rien et c'est très très impressionnant. Comme c'est très très impressionnant en fait là de s'exprimer devant voilà des gens qui ont fait l'histoire du CAPC et de s'inscrire là-dedans. Oui, c'est quand même un peu étrange, en tout cas pour moi. Mais oui, en fait, la programmation que j'ai menée au CAPC, évidemment, je pense à combiner, mais de manière complètement, sans forcément que je m'en rende compte, des espèces d'obsessions que j'ai autour de ces questions de biens de commodité et d'industrialisation, mais que ça a été en fait, on va dire, tissé, tricoté dans une fabrique des expositions du musée et aussi cette programmation elle a été dictée par des éléments extérieurs, des contraintes, des commandes, et qu'après c'est là-dedans qu'il faut se faufiler quoi. Et j'ai vraiment eu l'impression de me faufiler un peu dans les failles de tout ça. Entre les gratte-ciel de livres sur tes tables. Voilà. Quand on a préparé cet entretien, quand je t'ai couru après, parce que tu viens juste d'avoir le vernissage, tu as évoqué la notion d'artiste-artiste. Oui. Et tu m'as dit, il faut mettre de l'artistique partout. Alors évidemment, cette notion, elle est présente dans l'article AbFab d'Eva Barois de Sèvres qu'on a lu, que moi j'ai lu, voilà, là, hier et ce matin. Elle y revient à plusieurs reprises. Et puis j'ai eu la sensation en fait que le CAPC avait su activer une procédure que j'ai qualifiée de joyeusement cannibale, de légitimation, du tout en exposition, reformulant des modalités d'extension du genre à tout et à tous. Alors cette phrase pour moi d'artiste-artiste, le texte, AbFab, il résonne avec la déclaration de William Morris qui fonde l'arrière-plan théorique d'une réforme de l'art qu'il envisageait comme la seule réponse valide à la réconciliation entre l'art et la vie. L'idée, c'était cette croyance absolue dans le pouvoir des objets à métamorphoser, à améliorer durablement le monde, qui était synthétisée par cette formule: nulle œuvre n'est œuvre d'art qui ne soit utile et pour qui l'art dans tout et pour tous. Et il concluait, je voudrais vraiment t'interroger sur cette idée-là, parce que tu as quand même fait cette exposition To the Last qui fait référence à John Ruskin, le maître de Maurice, autour d'un projet quand même éthique, idéal, de société. Bref, sans rentrer dans les détails. Donc, je reprends cette citation, il disait « Je ne veux pas d'un art pour une minorité, pas plus que d'une instruction pour une minorité ou de la liberté pour une minorité. » Et j'aimerais bien t'entendre à ce sujet-là, sur ces questions vraiment de cet artiste-artiste, cette possibilité de faire que toute la vie est art dans ces modalités-là.
Oui, alors on trouve ça chez Fluxus, mais effectivement, moi, ça remonte vraiment à ces penseurs, cette pensée socialisante du 19e siècle en Angleterre et de John Ruskin et William Morris, en fait, et dont j'arrive pas à décoller de ça, en fait. On est une minute encore, c'était pour moi. Et, ça arrive. Et oui, et donc il y a d'un côté ça, et puis évidemment dans Boges Press, enfin Takako Saito, c'est comme l'artiste aussi par excellence, quoi. Mais dans Boges Press, on retrouve ça, et en fait, oui, moi je suis entre ça, cette pensée qui est la pensée de Ruskin, qui est vraiment à l'origine de, enfin, on peut dire qu'il a peut-être anticipé ce qu'on appelle l'économie sociale. Enfin, là, on va rentrer quand même, mais c'est clairement des choses qui m'intéressent. La chose économique m'intéresse. Et puis, je sais pas, je finirai par aussi une citation de Felipe Rudberg qui est Art is just an excuse, qui est un motto fabuleux. L'art n'est qu'un prétexte. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Je voudrais remercier vraiment Alice très chaleureusement.